Alors, oui. Je me suis dit, si je prends pas de micro, je vais pas parler la première. Je pense que la place des femmes augmente de manière assez exponentielle et plutôt rapide ces dernières années dans le comics américain, je parle, grâce à la volonté des éditeurs. Je pense qu'il y a, même parmi les éditeurs mainstream, DC, Marvel, ont une vraie volonté de conquérir un lectorat féminin. Et ils ont... Je ne sais pas si c'est une bonne manière de penser, comme on disait tout à l'heure, mais ils pensent qu'en mettant des créateurs féminins, ils auront plus de facilité à attirer un lectorat féminin. Donc, il y a une volonté éditoriale à ce niveau-là. La place de la femme, elle est intéressante parce que dans les comics, ça s'est construit comme une minorité. Pour une raison technique, c'est-à-dire que quand vous prenez un épisode de Superman, vous décidez de lui trouver une fiancée. Et qui n'a que ce rôle de fiancée. Et puis quand vous voyez la rédaction du Daily Planet à l'époque, vous voyez plein de journalistes, mais vous avez une femme. Et donc en fait, quand vous arrivez à des créations d'équipes de super-héros, vous trouvez, par exemple dans les Avengers, dans la Justice League ou des choses comme ça, et vous trouvez à chaque fois une femme parce que c'était une fonction à une époque. Ce qui veut dire que dans les comics, finalement, vous avez un ratio assez particulier parce que vous avez pratiquement une femme pour 6 hommes. Historiquement, sur les premières décennies, vous avez ce truc-là. Et donc, ça veut dire que c'est pas très différent de partis politiques, de partis pris religieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la femme était considérée comme une minorité dans l'univers des comics ou des super-héros. Et il a fallu gagner un petit peu cette place-là. Oui. La place des femmes évolue surtout ces dernières années. Je dirais à 2 niveaux. Le premier, c'est... Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Xavier, parce que comme on est, nous, des grands anciens, on a vécu une autre époque du comics, à contrario des 3 jeunes gens qui sont sur le canapé. Et où, effectivement, que ce soit la Guêpe, Wasp ou Marvel Girl, qui s'appelait Strange Girl, à l'époque où on était gamin, il y avait effectivement une nana pour 5 ou 6 garçons. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt pour les majors de l'édition, les éditeurs, d'avoir accès à un nouveau lectorat. C'est un relais de croissance en business, tout simplement. Et puis aussi, d'un point de vue des sujets abordés, peut-être d'une autre manière de raconter des histoires. Ça, après, on peut rentrer dans un détail long, mais voilà. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a d'une part une volonté éditoriale d'essayer de recruter un nouveau public, et puis d'autre part, il y a aussi... une vraie prise de conscience d'une absence forte de personnalité féminine dans les comics, parce que les garçons, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, quelque part. On se place plutôt du côté de l'histoire. Il y avait aussi un problème avec les personnages. Au début de l'ère Marvel, avec la 4 Fantastiques, la seule super-héroïne qui existe, son pouvoir, c'est de disparaître. C'est dire l'importance qu'on donne aux nanas, quoi. Alors que tous les mecs, l'autre il fait des flammes, l'autre il peut s'agrandir et tout ça, et elle peut juste partir. Et puis ensuite, les super héroïnes qu'on a eues, c'était des déclinaisons, quoi. On a eu la meuf Spider-Man, on a eu la meuf Hulk, on a eu la meuf quelque chose. Et on est dans une sorte de... Les histoires intéressantes pourraient être faites que par des mecs. Et dans les illustrations qu'on avait juste avant, il y a plein de personnages, femmes, qui sont intéressants, même pour des lecteurs mecs. Mais c'est à double tranchant parce que le féminisme évolue avec le temps, et dans les années 70, justement, c'était une forme de revendiquer. Par exemple, il y avait beaucoup de romans, de films, de documentaires qui étaient de dire, vous avez vu, le pilote est une femme. Donc le fait que ce soit une femme Spider-Man, à l'époque, c'était revoquer quelque chose. Oui, récemment, on a créé le Hulk rouge, il a fallu qu'on crée la meuf Hulk rouge. Oui, bien sûr. Aucun intérêt, finalement. Alors que on peut prendre des personnages originaux, comme l'héroïne de Ghost ou la meuf de Lazarus, des personnages comme ça qui... Ouais, ils sont bien, ceux-là. Qui sont des figures... de Glénat Comics, et qui sont des figures du coup qui permettent... 14,95 €. Juste à côté, pas cher. Tu fais un prix pour Lyon, c'est ça? Il y a un truc? Toi, t'as un petit prix. Et du coup, voilà, c'est le personnage qui incarne cette histoire est une femme, et alors? Et ça, il n'y a pas d'incidence, et elle va pas d'un seul coup à se mettre à aspirer une base qu'elle est en train d'envahir parce qu'il y a des méchants et tout. C'est un héros, un personnage héroïque, noble au sens propre du terme, et pas une déclinaison de quelque chose. Et c'est du coup avoir des personnages féminins charismatiques, intéressants et qui existent en tant que tels, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, à mon avis. Pierrick ?
Je pense qu'il y a aussi autre chose qui a participé, c'est l'évolution du style graphique des comics. Tu peux remettre l'image? J'ai justement parlé. Le style des dessins a beaucoup changé et on a commencé à moins sexualiser les héroïnes. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'elles ont pris de l'épaisseur et de l'importance et que le lectorat aussi a un peu évolué. Par exemple, Witchblade, en haut à droite, c'est vraiment caractéristique des années 90, début 2000. Alors que maintenant, on est plus sur ce qu'il y a juste en dessous, ou Lazarus à droite, c'est-à-dire des personnages qui sont forts, sans forcément être des objets sexuels. C'est vrai que le dessin, je trouve que dans les comics, des fois dessert un peu là, puisqu'il y a quand même une sexualisation. Oui, mais en même temps, quoi. l'homme est aussi sublimé. C'est-à-dire que tu peux compter les côtes de Batman. C'est vrai qu'on parle anatomiquement, beaucoup de la personne sexualisation n'existe des comme femmes, ça. mais c'est le cas pour les hommes aussi. C'est vrai, oui, non, c'est totalement vrai. C'est vrai. Ils sont Oui, mais moins tu montres pas le paquet exactement moulé. Mais or que ça dépend des dessinateurs. Tu peux définir le paquet, s'il te plaît? Les gadgets de Batman. Un autre facteur aussi mais ça c'est du vécu moi j'ai fait mes études à Lyon, donc dans les années 80 je pouvais raconter comment étaient les comic shops à Lyon. Et donc un jour, le premier comic shop de Lyon s'appelait Wizard, il était sur les pentes de la Croix-Rousse. Et un jour il y a une fille qui est rentrée. Elle est jamais sortie. Et alors là, vous avez... Non, mais là, vous avez... Là, vous avez 8 ou 9 mecs avec la gueule du hérisson dans les phares. Et elle est restée 30 secondes, elle est repartie. Donc, il y a un moment, c'était clair que les comic shops, qui historiquement sont pratiquement le seul endroit où vous pouviez vous procurer de la bande dessinée non traduite. Et aux États-Unis, ils sont plus vendus dans les kiosques depuis longtemps, donc sont vendus dans les comic shops. C'était pas des endroits très friendly si vous rentriez et que vous étiez une femme. Donc, ça aidait pas non plus à venir lire des bandes dessinées américaines. Tout à l'heure, Matt parlait avec raison de ce côté équivalence qui était d'une certaine manière à double tranchant. Dans le cas de la série Thor, c'est vraiment autre chose parce que il y a toute une symbolique. J'avais fait une sorte de soirée comme ça avec les Femen il y a 1 an et demi. Et donc, je leur expliquais quand même que l'ancien Thor, donc le bien barbu, bien baraqué, ne peut plus soulever son marteau. Et donc, de ce coup, c'est elle qui soulève le marteau. Et ben, il y a tout un message qui est sur la puissance. Et vous avez tous les Asgardiens c'est un peuple de Vikings. C'est pas simplement, c'est pas simplement Spider-Man qui file son costume à quelqu'un d'autre. C'est vraiment des machos muchos, quoi, qui de ce coup se retrouvent avec une nana qui est aussi puissante qu'eux. Et ça relance un peu le débat, c'est sûr. Notamment, là, il y a un comics qu'on a mis chez Glénat, Sex Criminals, qui est toujours... Alors, je me trompe pas, c'est toujours édité chez Glénat. Je suis allée vérifier, en plus. Ouais. Ça fait partie des premières séries que j'ai lancées, effectivement, il y a presque 1 an maintenant, puisque c'était en avril 2015. Voilà. Donc, c'est Criminals, Lazarus, qu'on voyait tout à l'heure. Et je veux dire, le super pouvoir, quand même, de l'héroïne, de Oui, Suzy. tu dis les pouvoirs dans Sex Criminals? Tu veux que je le dise? Non, vas-y, bien sûr. Ouais. Alors, c'est simple. Il y a 2 personnages principaux. Le personnage principal de la série, pour moi, de mon niveau de lecture, c'est une fille qui s'appelle Suzy, qui est bibliothécaire. Et on va suivre son histoire. Et surtout, elle découvre à l'adolescence, plus ou moins l'adolescence, avec la puberté, qu'elle a une faculté assez incroyable, c'est celle de figer le temps. Vous savez qu'on a tous eu envie une fois de se dire « je vais figer tout le monde ». J'allais faire les poches ou ce genre de truc. Sauf que elle a ça comme pouvoir, mais uniquement quand elle a un orgasme, ou à partir du moment où elle a un orgasme. Et en fait, elle utilise ce pouvoir pour faire on va dire, allez, je vais simplifier, pour faire des blagounettes, jusqu'au jour où elle rencontre un mec qui a exactement le même pouvoir qu'elle. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte au même moment, en faisant l'amour, qu'ils ont la capacité de figer le temps. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire, d'après vous, avec ce pouvoir? Soyez imaginatifs. Les poches, c'est pas loin. Se lancer dans la com? Se lancer dans la com, oui. En fait, ils vont braquer des banques. Voilà, donc c'est une sorte de variation, on va dire, pour simplifier, de Bonnie et Clyde du sexe. C'est très drôle, c'est caustique, c'est drôle, c'est très tendre aussi. Et la particularité de cette histoire, c'est que, l'une des nombreuses particularités de cette histoire, c'est que c'est en fait un comics qui parle de femmes, je trouve, avec un point de vue extrêmement intéressant et bien vu. Et c'est 2 mecs qui font ça. C'est Matt Fraction et Chip Zdarsky, qui sont 2 hommes qui sont capables de parler de femmes. Enfin,
Je sais pas, Elsa, toi en tant que lectrice et femme, comment tu as perçu ce personnage de Suzy? Mais pour moi, il est réel. Ça pourrait être une Ça n'avait pas l'air, au mauvais sens du terme, écrit par un homme. Voilà, parce que des fois, il y a des personnages féminins où, quand on les lit, clairement, tu sais que c'est pas une femme qui les a écrits, parce que même c'est pas sans entrer dans le fait qu'il y a des gros clichés, il y a certaines subtilités qui sont pas forcément toujours rendues. Et là, c'est pas le cas du tout, vraiment. C'est hyper bien écrit. Et du coup, est-ce que vous trouvez que maintenant la sexualité est abordée plus facilement dans les comics, ou est-ce que ça reste encore un sujet compliqué? C'est compliqué parce que, là encore, historiquement, les premières années, quand ils ont créé Superman et compagnie, le public, c'était des gamins de 7 à 8 ans. Et or, si vous vous souvenez de vos années en primaire, à la récré, vous préférez mourir qu'aller jouer avec les filles. Et inversement, les filles, voilà. Donc vous ne voulez pas entendre parler de sexualité. Vous pouvez vous faire vendre l'histoire d'un mec qui vient d'une autre planète, ça vous parle, mais la sexualité, ça ne vous parle pas. Vous n'osez pas imaginer ce que font papa et maman dans la chambre. Du papier peint, des trucs comme ça, enfin voilà. Et donc... il a fallu que le public vieillisse un peu et que fondamentalement le public demande à se reconnaître dans ces histoires-là. Et tout à l'heure vous l'avez dit aussi, il y a eu une profonde censure parce que aux États-Unis il y a toujours ce cliché de dire si c'est les comics c'est pour les enfants. Donc il y a toujours un con, un censeur, excusez-moi pour le censeur, il y a toujours un imbécile qui sort en disant mais vous n'allez pas laisser lire ça à des enfants. Alors que ça fait longtemps que c'est plus du tout de la bande dessinée enfantine. Donc la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui était bloqué là-dessus pendant des années, sur le thème de « surtout n'en parlons pas, ça n'existe pas ». Et là, effectivement, ça se débloque. C'est Il y a aussi une histoire de culture là-dedans et de la façon dont on l'appréhende. C'est-à-dire qu'avec avec la BD franco-belge, on a pris l'habitude de voir des BD avec des seins et des fesses. Et c'est pas forcément la même chose dans les comics. Et en bas à droite, vous avez une illustration de Saga, par exemple. Et selon les différents modes de distribution de la bande dessinée, elles resubissent d'autres censures. C'est-à-dire que les auteurs de Saga ont inclus des scènes plus ou moins explicites de sexe dans le livre, parce que ça sert l'histoire. C'est passé à travers le biais de leur éditeur qui a décidé de faire une édition papier et qui a laissé passer le truc parce que effectivement ça sert l'histoire. Mais quand ensuite on va distribuer ce comics par un autre distributeur qui fait de la distribution numérique par exemple, il peut dire je vais pas laisser passer ça. De la même façon qu'iTunes va accepter ou pas votre pochette de disque et vous pourrez pas vendre votre pochette de disque sur iTunes parce qu'on voit un bout de téton. Il y a un groupe qui s'appelle Mass Hysteria il y a 6 ans qui a sorti un album et qui a dû recadrer sa pochette à la tête de la nana parce qu'on voyait un bout de téton. Et il y a plein de choses en fait qui rentrent là-dedans. Il y a notre propre culture, nous qui pouvons être un peu gaulois, et c'est rigolo du coup de voir du cul. Les Américains peuvent être un peu plus coincés avec ça quand on voit que des films comme Marie à tout prix, c'est juste des blagues de frustrés pendant 2 heures. Et ensuite, il y a tout un cadre de distribution numérique, qui est un cadre industriel, et il faut surtout choquer personne et faire en sorte de choquer personne. Et donc le sexe dans les comics, il est un peu baladé entre ces deux trucs, entre une œuvre artistique qui pourrait avoir besoin d'avoir du sexe pour appuyer son histoire, et un produit commercial et industriel qui a besoin de se vendre aussi. Et donc le curseur bouge selon le besoin, la pertinence, et puis parfois l'éditeur. Il y aura plus de trucs crus chez Image Comics que chez Marvel et DC par exemple. C'est par rapport à... Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut se mettre en tête que la culture européenne et la culture américaine à ce niveau-là sont complètement différentes. Il y a vraiment un gouffre. Et aussi, une autre chose, c'est que les États-Unis, c'est un très grand pays où ils ont le même système de distribution pour tout le monde, pour des gens éduqués, ouverts d'esprit, comme, je vais un peu caricaturer, mais des gens des États du Sud, qui sont beaucoup plus puritains, etc. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Dans Infinite Loop, par exemple, on a une scène d'amour entre 2 femmes. Rien d'explicite, on les voit nus, mais rien d'absolument explicite. Et dans les critiques qu'on a eues, les gens ont souligné le fait que c'était un exploit, une avancée, etc. Que ça faisait français, surtout. C'est ça, que ça faisait très français. Dans n'importe quelle FNAC, on ouvre une BD et 8 fois sur 10, il va y avoir une nana où on voit au moins torse nu. Et pour eux, c'était vraiment... choquant dans le bon sens pour certains et choquant dans le mauvais sens pour d'autres. Ouais, je confirme, en ayant lu la BD, j'étais relativement déçu. On voit pas grand-chose. Parce que c'était pas le but. Le but n'était pas de montrer d'une scène d'amour. Et par rapport à ça, la couverture que j'avais faite pour ce numéro où il y avait cette scène-là, elle danse, Teddy et Anno, nos 2 héroïnes, dansent nues. On voyait un téton au début.
Et notre éditeur nous a dit, si vous mettez une couverture comme ça avec un téton, vous allez être relégué au fond du placard parce que dans les États du Sud, un libraire peut être accusé de pornographie pour montrer une couverture comme ça. Donc il y a vraiment encore une vraie censure à ce niveau-là. Mais c'est aussi une manière de refuser à la bande dessinée américaine son statut de classique. C'est-à-dire que dans plein d'œuvres classiques, on voit des nus, même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut organiser des sorties scolaires qui vont visiter l'équivalent du Louvre. Ils vont visiter des galeries entières de statues classiques où il y a de la nymphe toute nue avec des tétons, comme tu dis. Ça pose de problème à personne parce que c'est une œuvre classique, donc on ne la remet pas en cause. Mais là, comme c'est une œuvre à laquelle on refuse de donner ce statut classique, tout de suite on tombe dessus en disant il ne faut pas la montrer. Oui, puis comme tu disais, c'était une œuvre destinée à la jeunesse. Et ce qui est marrant, c'est que dans certains comic shops américains, il y a des post-it sur les couves aussi. Donc par exemple, si tu regardes la couve où il y a Catwoman sur Batman dans une pose, je sais pas comment elle fait avec ses fesses pour faire cette forme-là. L'éternel problème de Catwoman. Je pense que c'est impossible, mais bon, admettons. Je pense qu'il mettrait un post-it sur son cul en fait, juste pour qu'on le voit pas. Moi, j'ai l'exemple qu'a donné Elsa est intéressant. Il y a quelques années de ça, je travaillais pour un éditeur qui s'appelle Soleil. Et il y a une série chez Soleil qui s'appelle Skydoll. Et j'avais eu le plaisir de faire un gros partenariat avec Marvel aux États-Unis pour publier une partie des titres Soleil. Et Skydoll a été publié dans ce cadre-là. Et en fait, la couverture du premier numéro de Skydoll, c'est Noah, qui est le personnage de Skydoll, qui avait les seins nus avec les tétons. Et ils ont fait corriger la couve pour enlever les tétons. Donc on voit qu'elle a des seins, mais comme si elle avait une espèce de combi où on ne voit pas en fait ses tétons. Et donc, je ne sais pas si vous avez la chance de connaître l'auteur Barbara Canepa, qui est la créatrice de Skydoll. C'est quelqu'un de très très pointilleux. Ça a été une longue négo pour qu'elle accepte de modifier sa création, ce qui est une somme toute normale, pour qu'on ne voit plus les tétons. Mais chez Marvel, ça passait pas. Ils ont dit non, mais Olivier, là, on a un souci, on ne peut pas le faire, quoi. J'aimerais aussi aborder un autre sujet dans la sexualité, un sujet aussi qui a été d'actualité et qui est encore d'actualité, c'est l'homosexualité. On est, surtout vous, votre héroïne justement, est lesbienne. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle des comics d'aborder ce genre de sujet et est-ce qu'ils ont justement, notre question principale, contribué à faire évoluer? Le comics, c'est de l'art. Et avant tout, l'une des fonctions de l'art est aussi d'être le reflet de la société et d'essayer de la faire avancer. Donc logiquement, le comics fait avancer ces sujets-là, tout comme la BD, le cinéma, la littérature. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et pourtant, ça va, les comics, j'en mange, tout ça. Mais d'abord, les comics, c'est quelque chose qui est en phase avec l'esprit du temps. C'est comme un thermomètre qui donne la température que tu as à l'instant T. Donc ça ne crée pas la température que tu as. C'est un reflet. C'est le reflet dans le miroir. Mais surtout, les comics, par rapport à ce retard sur la sexualité au démarrage, c'est-à-dire même hétéro, la sexualité tout court, pendant des années, ne sont pas intéressés du tout à toutes ces sexualités. Et encore moins donc à l'homosexualité. Donc ils ont pris un retard. Et, par exemple, quand tu regardes, même sur des... Alors c'est trop vieux pour vous, mais même sur des séries télé comme Dynasty au début des années 80, il y avait des personnages homosexuels. Ils étaient pas nés. Hein. Ben oui, mais c'est pour ça. Mais il y a, voilà, je crois que Matt, il était pas né, je crois. Non, mais il était déjà en éprouvette, lui. Ah, c'est vrai. C'est dégueulasse. Oh. Et ça veut dire qu'il y a un retard pratiquement de 20 ans au niveau des comics à rattraper. Alors, puisqu'on parle de la sexualité, ça me gêne un peu que vous conspuiez la sexualité par éprouvette. En fait, j'ai le postulat presque inverse de Elsa. Je le considère comme de la pop culture et donc ça doit être raccord avec la société. Et c'est parce que c'est de la culture pop et c'est tout le monde que ça doit parler un peu de tout le monde. Et ce qui est quand je dis ça fait avancer la société, je veux pas dire que ok, notre but à tous c'est de faire avancer la société, mais forcément parmi les artistes, il y a des gens qui ont qui sont d'accord ou pas d'accord avec la société telle qu'elle est maintenant, qui font passer leur propre message, dont certains, sur faire avancer la cause homosexuelle, etc. Après, ce qui est fascinant, c'est pas qu'il y ait des personnages homosexuels, c'est que quand il y a un mariage dans les X-Men, ça fasse la une des journaux, quoi. Mais surtout que là, je veux dire, c'est mariage gay d'ailleurs, pardon. Il y avait surtout eu un mariage gay en fait, en 2002 chez Wildstorm. Oui. Et sur Midnighter et Apollo. Donc c'est là. Qui sont allés vachement plus loin puisque juste après ils adoptent une gamine.
Et c'est le Batman et le Superman en fait de cet univers-là. Donc on a le mariage gay entre Batman et Superman qui après vont adopter un enfant. Exact. Wow. Donc, ouais. Donc, non, mais moi, est-ce que finalement, oui, ça fait quand même. Ça peut, en tout cas, émettre des idées. Enfin, émettre des idées. En fait, c'est là que je pense qu'on se trompe. Le fait, bah voilà, on a deux super-héros qui se marient. Alors je sais pas si ça sème des graines. Je pense que ça fait rien avancer. Et je pense que des gens qui vont être conservateurs ou réac ou appelez ça comme vous voulez, vont pas en lisant ce comic se dire ah ouais. Je pense qu'il faut que les hommes puissent se marier ensemble. D'accord. En revanche, il faut que ça puisse exister et qu'on en voit dans les comics et qu'on en voit dans la pop culture en général, dans les séries télé, dans les films et tout. Mais le moment où ça deviendra quelque chose d'important, c'est pas le moment où ça existera et où on en parlera, c'est le moment où ça existera et on n'en parlera plus. Il y a la série télé Flash en ce moment, qui a beaucoup de défauts, mais parmi une de ses qualités, on apprend au détour d'un dialogue que le commissaire chef de Flash est homo parce qu'il vit avec un mec. Et il n'y a personne dans la série qui dit « Attends, tu viens avec un homme ? Tu veux dire que tu es homosexuel ?» Ça passe, quoi. C'est comme tu viens bouffer à la maison, mon mec va faire des cordons bleus. Ah bah ouais, pas de problème. Tu vas pas dire ton mec va faire des cordons bleus. Et du coup, voilà, c'est naturel, c'est fluide, ça passe. Oui, et je pense c'est que c'est naturel ça qui... parce qu'on en a parlé avant des milliers de fois. Ça devient naturel avec l'habitude. Ça devient pas naturel comme ça en claquant des doigts. Tu vois, je pense que vous sous-estimez surtout l'impact aussi que peut avoir certains personnages féminins forts pour des lectrices féminines qui sont pas du tout dans le trip féministe, qui se sentent... par exemple, l'impact de Lumberjane, c'est une série pour préados. Sur les petites filles en convention, c'est pas du tout les mêmes petites filles que tu croises ailleurs, quoi. C'est pas du tout la même mentalité. Il faut pas oublier ça. Vous, évidemment, quand on est l'homme blanc, quand on a c'est vrai qu'on a un problème pour aborder le débat, c'est ça. Évidemment, c'est facile pour nous, mais il faut penser aux autres qui tombent sur Beach Planet, qui tombent sur Lumberjane, qui tombent sur Captain Marvel, qui se reconnaissent. Oui, et surtout, on est passé à un autre type de lectorat, c'est-à-dire qu'avant, les lecteurs de comics dans les années 80, c'était les nerds, dans Big Bang Theory, tout ça. Et maintenant, c'est le public homosexuel, c'est les trans, et il faut pas sous-estimer. Nous, on est allé en convention aux États-Unis, à New York, et faire la Comic-Con, et c'est la grande majorité du public, maintenant, c'est ce type d'exclus, entre guillemets. Et il faut pas sous-estimer le bien que ça leur fait de lire des personnages comme ça qui sont comme eux. Mais je crois que tu n'as pas compris ce qu'il expliquait. D'abord, je ne suis pas d'accord. C'est pas juste le reflet, ça entraîne des gens aussi. Pour avoir connu l'époque dont tu parles et pour laquelle tu n'étais pas né, je ne suis pas entièrement d'accord. C'est qu'il y avait déjà des lectrices, il y avait déjà des lecteurs trans, il y avait beaucoup de cette diversité, sauf qu'ils étaient obligés de se planquer. Donc ils étaient là, mais ils ne se faisaient pas remarquer parce qu'il allait falloir justement, il y allait avoir cette scène en comment tu es noir, musulman, intégriste, je sais pas quoi. Comment tu es noir, on le voyait pas souvent. Quoi, tu es noir? Voilà. Non mais... Tu plaisantes, tu demanderas, il y a un dessinateur qui s'appelle Olivier Coipel qui aujourd'hui dessine les X-Men ou Spider-Man couramment. Tu pourras lui demander sa première expérience de quand il rentrait dans les boutiques pour acheter des comics où les mecs le suivaient parce qu'ils croyaient qu'il était là pour piquer. Et le mec bossait déjà pour Marvel. Pour rebondir là-dessus... à Elsa, en convention, on lui demande souvent si elle fait des cosplays. Mais très souvent. Que des séries comme Lumberjane et compagnie existent, c'est nécessaire, c'est sain, c'est effectivement très bien. C'est pas juste un reflet, mais ça fait avancer les choses. C'est pas un mal d'être un reflet. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est comme quand tu lis le journal et qu'on te montre la réalité. Donc c'est pas simplement. C'est pas encore la réalité. Simplement la plupart des jeunes filles, on leur offre à leur anniversaire Mon Petit Bonnet, on leur offre pas Lumberjane. Oui, mais donc c'est que c'est pas encore fait. On est d'accord, mais c'est pas le reflet. Mais c'est nécessaire que ces séries existent. C'est super qu'elles existent, mais je pense pas que ces séries peuvent transformer des mentalités facilement. C'est leur donner beaucoup de pouvoir. Non, mais je crois que vous avez quelque part un peu tous les deux raison. Oui, je pense. De toute façon, le point qui est vraiment important, enfin pour moi le point qui est important pour être un vieux lecteur. J'ai ouvert mon premier comic Strange en français donc en avril 1974. Donc ça vous donne une idée de mon âge. Et donc à l'époque, il y avait très peu de personnages féminins qui étaient sur le devant de la scène, à part comme membres d'une équipe. Et les personnages qui étaient afro-américains, comme on disait à l'époque, puisqu'on ne disait pas noir,
En français, ils étaient emmerdés parce qu'afro-américain, ça se disait pas trop à l'époque, donc c'était un peu compliqué pour les traducteurs. C'était forcément des cambrioleurs ou des malfrats, des petites frappes, voilà. Donc les personnages noirs dans la culture Marvel, par exemple, sont arrivés tard comme des héros. Là, on voit Falcon, par exemple, qui devient Captain America. Je trouve ça très bien parce que pour moi, ce qui est plus important que les raisons pour lesquelles on le fait, c'est le symbole que ça renvoie. Quand on a un Captain America noir, ça veut dire que quelque part, tout est possible. Quel que soit son niveau d'intellect, quelles que soient ses opinions politiques ou ses penchants sexuels, on a un message là. Et ça, rien que ça, c'est bien de l'avoir sur une étagère de comics. Après, peut-être qu'au Texas, ils vont pas le vendre, j'en sais rien, ou ils vont pas le mettre en vente, ou ils vont le jeter. Il y a une boutique de comics au Texas qui a déchiré les exemplaires d'une série qui s'appelle Pretty Deadly. Parce que c'est une héroïne très forte, féministe assez forte, et ça leur déplaisait, donc ils ont déchiré les exemplaires. C'est-à-dire que le libraire, il est tellement con, il les a commandés, il les a payés, il les a déchirés, et il s'est fait filmer en train de les jeter dans le caniveau. Et il s'est fait de la pub. Donc il s'est fait de la pub, mais négative, parce que finalement, il est passé pour un gros con. Le mec, il a acheté des trucs, il a jeté. Voilà, donc je crois que le message, pour moi, qui est important, parce que j'ai vu une époque où un black dans les comics Marvel, c'était un cambrioleur. Aujourd'hui, c'est Captain America. Donc pour moi, ça a évolué et ça fait évoluer les choses. Pour les femmes, c'est la même chose. On est passé d'un statut de personnage secondaire ou de version féminine de Hulk ou, comme disait Matt tout à l'heure, ou de Supergirl, de Superman, Supergirl, Batman, Batgirl, etc. Il y a même Batwoman, qui est d'ailleurs gay, Batwoman, aujourd'hui. C'est des choses qu'il faut faire, parce que ça permet aux gens de voir un reflet de la réalité, et ça permet aux gens de prendre conscience progressivement que les autres peuvent être différents. Et que c'est pas grave, c'est du comics, c'est de l'entertainment, c'est de la pop culture, comme disait Matt. Donc c'est hyper important d'avoir le commissaire homo dans Flash et de pas dire « Putain, ouais, toi aussi, t'es... On se comprend ». Donc c'est hyper important. De la même manière, dans une série qui s'appelle The Wire, il y a un personnage assez important qui est une espèce de gros flic bourru, dégueulasse, comploteur et tout. Et en fait, il y a une scène furtive, je sais pas si vous avez vu cette série qui est magnifique, il y a une scène furtive où le gars, il est dans une boîte gay. Et là, on comprend tout, mais on n'en parle pas, on n'y revient jamais, c'est hors sujet. Voilà, c'est ça qui est important aussi. C'est glisser, tant que faire se peut, aussi souvent que possible, ces messages-là. Parce que les femmes dans la vie, ce ne sont pas des minorités, c'est même des majorités, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Et donc, pour les Afro-Américains ou les musulmans, avec Miss Marvel par exemple, c'est aussi important. Voilà, donc pour moi, c'est nécessaire de le faire. Miss Marvel, qui est ici, Miss Marvel. Voilà, Miss Marvel. Et du coup, moi, ma question, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va commencer par exemple aux États-Unis, démographiquement parlant, il y aura beaucoup plus de population africaine-américaine et de population hispanique dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez que justement, on va voir apparaître de plus en plus de personnages noirs, de plus en plus de personnages, etc. Est-ce que ça va vraiment se démocratiser ? C'est évident. C'est obligé. Ils sont tellement en retard, c'est obligé. Oui, mais tant que les exécutifs resteront des hommes blancs. Non, parce que c'est plus compliqué que ça. La patronne de DC Comics, donc la société qui publie Marvel et DC, qui s'appelle qui publie Superman et Batman, qui s'appelle Diane Nelson, elle est vraiment à la tête du truc et on peut pas dire qu'elle a vraiment instauré un régime qui est équitable pour les femmes. Il y a pas autant. Donc elle n'a pas transformé les choses alors que c'est une femme. Donc je pense pas que ça tient seulement à ça. Je pense plutôt que c'est la pression des médias généralistes qui mettent un peu leur nez dedans en disant mais vous avez vu... Et l'opinion publique aussi. Ouais, vous avez vu un peu ce que vous êtes en train de faire, qui secoue, parce qu'il y a le poids des habitudes et des traditions qui fait que on fait comme on faisait avant. Et donc, du coup, il y a une inertie. Et le fait que le grand public aille voir les films en disant mais c'est normal que sur le poster, la veuve Black Widow soit la seule à montrer ses fesses, bah, ça oblige un peu les gens de ces studios de production à se remettre en cause en disant ouais, mais là, on a un peu déconné quand même. C'est des choses comme ça. Ou même dans Star Wars, avec le personnage de Rey, qui pour moi est le personnage principal du nouveau. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ça s'appelle La Guerre des Étoiles. Et en fait, ils ont fait un épisode 7 en fin d'année dernière. Et pour moi, il y a un personnage qui est le personnage du film, c'est Rey. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bon, faut vous réveiller là. Hein. Ouais, ça dort. Réveillez-vous. Même le premier rang, ils dorment. Attention, dans 5 minutes, on postillonne. J'avais envie de dire un truc, mais je ne vais pas le faire. T'as perdu ton fil? Hein? Donc Ray est le personnage principal du film, c'est Nana. Et ce que j'ai entendu sur... alors vrai ou faux, je ne sais pas si c'est une rumeur internet, en tout cas je trouve qu'elle est intéressante. L'épisode 8 devait sortir en mai 2017, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, ils l'ont repoussé à Noël 2017 pour des problèmes de réécriture des personnages. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que finalement, le personnage principal du film devenait Ray, donc une nana, et que peut-être il ne l'avait pas écrit comme ça dans l'épisode 8. Donc, a priori, il serait en train de réécrire pour donner plus de densité à ce personnage. Malgré qu'elle soit l'héroïne du film, elle n'est quand même pas dans les packs de jouets Star Wars. Exactement. Il y avait deux Kylo Ren. Ni Black Widow d'ailleurs. Exactement. Dans le set Lego de Black Widow, enfin la scène du film où elle saute de l'avion avec sa moto, ils l'ont remplacée par Captain America dans le set Lego. Alors que c'est elle qui est dans le film, dans la scène. Et moi j'ai vu un truc assez marrant, après on passera à autre chose, mais je suis allé dans un Auchan pour Noël et j'ai cherché un cadeau pour une gamine. Ouais, c'est dingue. Ma vie est un roman. Et donc je suis allé dans un Auchan et dans le rayon jouets des Auchan, il y a une espèce de tableau d'activité. Vous avez peut-être eu ça quand vous étiez gamin, où on tourne des roues, ça fait des bruits, il y a des petites timbales, des choses comme ça. Et il y avait une version garçon bleu et une version fille rose. Il est marqué pour fille, pour garçon, sur la boîte. Hein. J'ai même fait une photo. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la version pour garçon, elle était à 34,99 €. Et la version fille, qui est le même produit, hein, rose, il est à 39,99 €. Donc ça, tant qu'il y aura ça... vous devez connaître, j'imagine, en communication, le marketing genré. Oui, bien sûr. C'est exactement ça, quoi. Les Playmobil roses et les Playmobil bleus. Et du coup, alors, pour un peu conclure tout le débat, et on va répondre à la question, chacun votre tour, en une phrase. Est-ce que, donc, du coup, selon vous, les comics contribuent-ils à l'évolution des mœurs? Alors, je pense pas qu'ils contribuent. En revanche, je pense qu'on a besoin de voir de la diversité dans les comics. Le problème, c'est... Xavier attire mon attention sur un truc, c'est qu'effectivement, ils ont beaucoup de retard. Et c'est pour ça que quand ils créent des nouveaux personnages issus de la diversité, ils compilent. Par exemple, la nouvelle Miss Marvel, je ne sais plus de quel pays elle est, mais c'est une meuf pakistanaise et musulmane. Comme ça, tac, on passe des clichés. Quand ils ont lancé Miles Morales, il était à la fois noir et mexicain. Pourquoi pas? On va pas non plus mettre... voilà, on tasse beaucoup de clichés dans des personnages. Au début des années 70, ils se sont posés aussi la question de l'intégration de la minorité noire. Et puis là aussi, ils avaient un retard. Donc il y a un fameux épisode de Lois Lane, donc la copine de Superman, qui à l'époque avec sa propre série, qui se pose la question noire. Et donc, elle décide qu'elle va aller explorer Harlem. Mais elle ne peut pas y aller comme ça. Donc elle utilise une machine de Superman qui la transforme en noir pour 24 heures. Elle va rencontrer un animateur social qui est noir et qui donc est super énervé contre la société. Et donc l'épisode arrive à vous convaincre que finalement, c'est ces gens-là qui ne veulent pas s'intégrer. Et comme il est blessé, avant la fin de l'épisode, c'est Lois Lane qui lui donne un peu de sang. Et donc il est sauvé par le sang de Lois Lane et elle lui fait « Tu vois, on n'est pas si différents que ça ». Donc l'expérimentation, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et puis ça part des fois de très bonnes intentions, mais simplement, ils vont direct dans le mur. Ou de très mauvaises intentions, en l'occurrence, pour cet épisode de Lois Lane. Faut pas oublier que Lois Lane, quand ça sortait, ça vendait 1 million d'exemplaires. Eh oui. Dans les années 50, ça vendait 1 million d'exemplaires, Lois Lane. J'ai un peu l'impression que pour les grosses maisons d'édition, pour vendre des comics aux filles, on se dit « Oh, on va leur mettre du rose et des paillettes et ça va bien vendre. » Ouais. Ça, pour moi, c'est un peu contre-productif, cette idée qu'ils ont eue. Ça partait, je pense, d'une bonne intention. Encore une fois, ils se sont plantés parce qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ça induit l'idée que toutes les filles aiment le rose et prendre des selfies avec leurs copines. Et Twitter. Et je parle que pour moi, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. Je suis une fille et j'aime pas du tout ce genre de trucs. Les selfies, Twitter, machin, c'est donc... Voilà, c'est ça. Et je pense que ça a créé un nouveau cliché.
en voulant faire quelque chose de différent, ils ont créé un nouveau cliché. C'est-à-dire que là, il y a eu une pression de leur dire qu'est-ce que vous avez pour les filles, et ils se sont tous dit, bah, vite, sors-toi un truc rose. C'est ça, hein. À 39,99 €. Bah, en tout cas, merci. Merci à vous pour avoir réagi sur le débat. Ouais, vous pouvez les applaudir, vraiment bravo. Super. Mais rassurez-vous les cocos, c'est pas fini. Ce n'est pas fini du tout, puisqu'on va passer maintenant au numérique. Et oui, une petite thématique plutôt courte. Bon, est-ce que le numérique, aujourd'hui, donc je parle des séries télé, des films, des jeux vidéo également, est-ce que ça aide vraiment à attirer un nouveau public vers les comics traditionnels? Ou est-ce qu'au contraire, ça dénature un peu les comics? Non, pas du tout. Je pense que d'abord, je pense que ça marchera jamais. Ça intéressera pas les gens. Et que c'est un effet de mode extrêmement passager. Et que non, bah évidemment, ça met tous ces personnages-là en lumière. Et c'est le cliché du gamin qui lit Estrange dans la cour. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui connaissent ces personnages-là. En revanche, est-ce que la notoriété, des personnages fait qu'ils vont aller s'intéresser aux comics papier? Je ne sais pas, mais est-ce que le comics papier est l'avenir de ces personnages-là? J'en suis pas certain non plus. Puisque c'est un support, en fait, c'est un véhicule. Les personnages ont une stature, ils existent à travers les comics, ils vivent des aventures en jeux vidéo, en dessin animé, en série télé, en film, en jouets, ou dans ta chambre, ils vivent des aventures aussi. Et finalement, c'est des licences et des personnages qui ont plusieurs vies. Et si, pour une raison ou une autre, les comics papier s'arrêtent, est-ce que les personnages vont mourir pour autant? Ou est-ce que les super-héros vont mourir? Est-ce que Marvel va mourir si elle arrête de faire du papier? Je ne sais pas. J'en doute. Moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de James Bond. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les Avengers peuvent marcher en film et en jeu vidéo, mais pas pour autant ramener des grandes foules du côté des comics. S'il dit James Bond, dans la salle, spontanément, il y a une grande partie de la salle qui aura pensé cinéma. Sur une petite partie de la salle, on se souviendra que James Bond, c'est un personnage de roman à la base. Et combien parmi vous ont vraiment lu les romans de James Bond ? Je ne sais pas. Donc, c'est assez commun de sortir d'un film de super-héros et de se dire « Ouais, super, je vais m'acheter le jeu ». Sans avoir le réflexe de dire je vais aller voir ce que donne la bande dessinée d'origine. Tout à l'heure, je parlais de Wonder Woman. Wonder Woman est un personnage très populaire, mais très peu pratiqué. Et si on faisait un questionnaire, je pense que vous connaissez tous, ou pratiquement tous, Wonder Woman. Si on fait un questionnaire en vous demandant les deux principaux ennemis de Wonder Woman, ça va se compliquer. Donc la connaissance du personnage et la pratique du personnage, c'est deux choses différentes. Mais je suis d'accord avec Matt, en même temps, le numérique, c'est l'avenir. C'est un peu différent du côté de l'indé, j'ai l'impression. Walking Dead, par exemple, a quand même eu un retour de vague plus important au niveau lectorat. Mais c'est vrai que rentrer dans l'univers Marvel ou l'univers DC, c'est hyper compliqué quand on arrive de l'extérieur. On peut être super fan des films, mais rentrer en plein milieu d'un event, c'est quand même beaucoup plus compliqué que reprendre Walking Dead à zéro et suivre... Le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on parle d'underground et de mainstream. Il faut un peu comparer ça quand vous allez au Cinoche et que vous avez la salle à art et essai et puis les blockbusters. Et les deux sont un peu nécessaires. Les salles à art et essai servent un peu de laboratoire pour innover. Et puis les blockbusters, si vous les enlevez, les cinémas ne peuvent plus tourner. Et donc, ça fait couler les salles à art et essai. Walking Dead, c'était une petite BD indé, et c'est sûr que dès que tu rajoutes une connaissance du public via la télé, comme le niveau de vente était plus bas, ça amène Walking Dead au même niveau de vente que finalement les Avengers ou les X-Men, mais ça transforme pas non plus, ça transforme pas le marché. Donc je pense pas que, ça fait que Walking Dead est un personnage à part entière sur le radeau de la Méduse. Mais il y a quand même le radeau de la Méduse, quoi. Après, le numérique apporte des trucs aussi dans la façon de raconter les histoires, puisqu'on peut créer aussi des nouvelles formes de narration. On a déjà eu ce débat. Donc, c'est qu'on a déjà fait une conférence ensemble sur le même sujet. Exactement. Parce qu'en fait, on se connaît dans la vie. Oh, certes. Wow. Bien. Intéressant. Et bon, par exemple, l'expérimentation autour d'un truc qui s'appelle le turbomédia, qui est assez minoritaire aujourd'hui, mais qui permet de mélanger des technologies flash
en fait, et donc de l'animation web au clic par clic, et puis de la narration au BD, où d'un seul coup, quand vous cliquez, les personnages dans la case vont s'animer, et donc il y a des expérimentations à faire. Ça va pas révolutionner le truc, mais c'est le petit plus qu'apporte le numérique, quoi. Ça commencera à révolutionner quand ça sera écrit que pour le Turbomédia, et pas dans l'optique ensuite être publié en version papier. Parce que sinon, tu découpes juste des cases d'une BD et tu les fais animer salement, quoi. C'est là où c'est pas intéressant. Tu peux faire copier-coller ton décor, comme ça va vachement plus vite à faire, c'est sûr. Alors que si tu penses directement au Turbomédia, tu peux faire des choses super intéressantes. Pour Infinite Loop, on a repris une scène du début et on a réécrit des passages entièrement juste pour le Turbomédia, et ça devient complètement interactif. La scène du T-Rex, par exemple, tu peux passer d'une action à l'autre et tu as des animations pour chaque action. La scène du T-Rex, il faut lire The Infinite Loop pour comprendre de quoi on parle, par contre. Ouais. Donc c'est chez tous les bons libraires et chez Comic Zone à Lyon. Surtout chez Comic Zone à Lyon. donc voilà, pour moi, le Turbomédia, ça sera l'avenir quand vraiment on aura un lectorat assez grand pour écrire uniquement dans ce format-là et pas autre chose. Olivier Jalabert. Le numérique aux États-Unis, c'est entre 10 et 15% du marché de la vente des comics. En France, je pense que c'est peut-être 2-3% sur le comics. Hein. Je ne parle pas sur la BD en général, mais à mon avis, ça peut être guère mieux. Je pense que le manga tire mieux son épingle du jeu en vente numérique en France que le comics. Je crois que les habitudes de consommation sont à prendre en compte. Les Américains sont un peu plus avant-gardistes que nous sur le fait de consommer du contenu en dématérialisé, comme on dit. Nous, on reste quand même relativement attachés au papier. Ça, c'est un phénomène qui est plus culturel à la France. Après, je pense que la vraie question, c'est pas à nous qu'il faut la poser, c'est plutôt à vous, parce que pour le coup, c'est vous qui allez être les consommateurs de demain. Moi, je vais continuer à acheter des bouquins en papier, mais si vous consommez du contenu en numérique, en dématérialisé, de la musique en MP3, légalement, bien sûr, des séries télé sur Netflix et non pas sur des sites de BitTorrent. Toujours. Vous allez être, vous, les consommateurs. Donc c'est à vous de définir si oui ou non ce mode de lecture vous convient. Moi, je trouve ça génial d'avoir de la lecture numérique sur un iPad. Mais il faut avoir un iPad. Un iPad, ça coûte 700 balles. Donc il y a des contraintes de marché, il y a des habitudes de consommation. Enfin, il y a beaucoup de facteurs pour répondre à ça. Après, le fait d'avoir un contenu exclusif, moi je suis complètement d'accord avec Pierrick là-dessus, il faut créer des contenus qui soient dédiés. Donc pour avoir un contenu dédié, il faut le financer. Donc pour le financer, c'est-à-dire qu'il faut investir de l'argent. Donc soit c'est un produit marketing sur lequel on va mettre voilà, un investissement pour en faire une sorte d'outil de communication. Vous faites de la com, je crois. Hein. Donc si vous faites de la com, vous allez faire un peu de market aussi. Donc soit vous financez un produit pour en faire un produit de communication, soit si vous avez envie d'en faire un business, il faut trouver le moyen de monétiser. Et monétiser un contenu qui est consommé uniquement sur Internet, ça veut dire avoir un business model prouvé, qui fonctionne, qui sur le comics n'existe pas encore aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça existe dans le jeu vidéo. Moi j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Ankama, que vous connaissez peut-être, qui a un jeu vidéo qui s'appelle Dofus. Dofus, c'est un jeu qui a cartonné parce que c'était un free-to-play, et si on avait vraiment envie de développer l'expérience en jeu, il fallait acheter du contenu additionnel. Donc ça, c'est un moyen de monétiser, de faire de l'argent. Faire de l'argent fait que le support va se développer. Si c'est un produit sur lequel on ne peut pas monétiser, faire de l'argent, personne n'ira en termes d'investisseurs, d'éditeurs. Donc soit ce sera le rôle d'indépendants et de créateurs de se dire, allez, je fais ma créa, je la mets en ligne, je la mets accessible, je la rends gratuite, ou je trouve un moyen de la monétiser à mon compte. Mais pour l'instant, c'est du garage, quoi. C'est du guérilla marketing. Il n'y a pas un business encore là-dessus en France, je pense. Il y a aussi un truc, il y a des habitudes qui vont changer, qui ne seront pas des choix. Il faut savoir qu'au niveau global, par exemple, les constructeurs de meubles partent du principe qu'ils vont plutôt se caler sur les habitudes américaines. Ça veut dire que Ikea, je lisais ça dans la presse, a décidé de faire des étagères de moins en moins profondes, pour mettre plutôt des bibelots. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on achètera d'autres. Non, ça veut dire qu'acheter des bibliothèques en série pour mettre des bouquins ou des BD, et Dieu sait que ça prend de la place et que ça pèse lourd, et ben ça va devenir plus cher parce que ça ne sera plus des meubles en série. Donc forcément, mécaniquement, on va aussi pousser un peu plus les gens vers le numérique parce que ça sera, on va dire, un truc de riche d'avoir des bibliothèques entières de BD chez soi. Okay. Alors, on n'a plus trop le temps.
une petite réaction. J'aimerais juste rajouter un Oui, truc. Il y a vas-y. aussi un très gros avantage en numérique, c'est pouvoir trouver des BD qui sont introuvables maintenant. La dernière fois, il me fallait un détective comics des années 70, un vieux Batgirl, la première apparition de Batgirl. Impossible à trouver à part 700 € sur eBay. Sur Comixology, ça prend une demi-seconde. Tu la télécharges, elle te coûte même pas 1 € et tu l'as en très très bonne qualité. Donc c'est ça aussi l'avenir du numérique. J'ai juste un petit truc rapidement à dire, ça prendra Bien une sûr, seconde. Sur, je pense que ça peut aussi être un danger, les films de super-héros, par rapport à la création comics. Parce que ce qui rapporte de l'argent à Warner et tous les autres studios, c'est les films. Parce que DC et Warner, enfin DC appartient à Warner, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai l'impression que le comics devient un peu un laboratoire d'idées pour après faire des films. Ouais, complètement. Voilà. Donc ça peut être plutôt positif. Ok, on essaye de faire des bonnes choses pour essayer de faire les meilleurs films possibles. Sauf que il faut pas non plus, je pense, délaisser le comics en se disant oh si ça c'est pourri, c'est pas grave. De toute façon, on gagne pas de sous dessus. C'est sur les films qu'on va gagner de l'argent. Donc ça peut avoir un effet pervers aussi. Par exemple, les films ont conditionné le prochain reboot de DC. DC Comics va relancer toutes les séries numéro 1 et ça va être recentré uniquement sur les personnages qui sont importants dans les films, les dessins animés et les séries. Donc ça peut limiter quand même. On perd un éventail de personnages assez grand. Et donc du coup, on a un super exemple de transition, puisqu'en fait, ce que nous avons fait, oui, il y en a là-dedans, moi je vous le dis. Il y en a. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au Ciné Pathé Bellecour pour l'avant-première de Deadpool, Voilà. qui était quand même un film qui a eu, sur le plan médiatique, un succès assez incommensurable. Et du coup, Exactement. nous sommes allés recueillir vos avis en direct pour l'avant-première, et c'est tout de suite en images. X gon' give it to you. Fuck paying you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, the box, stay still. Go hard. Salut les filles, c'est Wade Wilson, alias Deadpool. Non mais attends, mais y a pas que des filles ici. Attends, comment ça, y a pas que des filles? Tu m'avais vendu des filles et des chimichangas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais là? Alors... Salut mesdemoiselles et messieurs, c'est Wade Wilson, alias Deadpool. Et ce soir, je fais la sortie des cinémas pour savoir ce que vous avez pensé de mon film, à moi, avec moi, et rien qu'avec moi. Alors dis-moi bonhomme, t'en as pensé quoi de mon film? Bah, il était bof, enfin, je suis pas trop accroché. Mais genre, t'as pas accroché, comment? Non, c'était sympa en fait, au niveau d'un moment c'était bien. Ouais. Et après c'était pas mal du coup. Non mais c'était vraiment très bien. C'était bien. Vraiment très bien. Ouais, parfait. Allez, vas-y, va-t'en maintenant. Et le costume, faut pas qu'il soit vert. Ni en image de synthèse. La première chose qu'on perd ici, c'est le sens de l'humour. Comment tu avais connu Deadpool? Bah moi j'aime, enfin depuis que je suis petite je regarde les Marvel, X-Men, tout ça, du coup je suis à fond dessus quoi. Ouais mais ils sont moins bien que moi en fait. Ah ouais. Attendez! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Et du coup c'était par les comics, les dessins animés? Bah pour les films, l'actualité, tout ça, c'est vrai que je me tiens un peu à jour et puis du coup ouais, j'avais bien envie de voir ce film là, c'est vrai. D'accord, et ben écoute, t'as bien gagné le droit de me faire un bisou. D'accord. Est-ce que maintenant que tu as vu mon film, tu aurais envie de découvrir les comics et tout l'univers étendu qui est bien meilleur que celui des X-Men? Ouais, parce que j'ai trouvé l'univers là de Deadpool un peu original et qui sortait un peu de l'ordinaire de tout ce qu'on a pu voir avant. Donc non, le personnage j'ai trouvé bien humain, Deadpool. Pas comme on a l'habitude de pouvoir voir un peu. On a vu un peu ça avec Iron Man, mais là c'est plutôt une bonne surprise. Et pourquoi pas, si un jour je tombe dans une librairie sur la BD Deadpool, lire les aventures de l'animal, pourquoi pas. Eh bien écoute, merci beaucoup Charles, et puis t'inquiète pas, j'arriverai à choper Magneto pour toi. Merci. Sois fort. Merci Deadpool. De rien. Alors, tu viens de voir mon film? Oui. Et je voulais savoir quelle note tu lui attribues? Un bon 8,5. Bon 8,5? Ah ouais. 10? Non. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé un peu du marketing tout autour du film? Est-ce que tu pensais pas qu'il y avait trop de placements de produits ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Non, moi, ça va? Moi j'adore ça. Et tu t'achèterais des produits dérivés, etc. Pourquoi pas, ouais. Genre des jouets, des choses comme ça? Oh,
un bon t-shirt. Un bon t-shirt? Ah ouais. Ouais, c'est déjà ça, je serais plus près de ta peau. Je te remercie. Il n'y a pas de problème. Passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Moi, je vais en passer une bonne. Merci, bah. Bonsoir, mon petit cœur en guimauve. Bonsoir. Alors, je voulais savoir, tu viens de sortir de mon film. Oui, super. Tu l'as sûrement adoré, comme des milliards de personnes. Il était juste génial. Ouais, il était juste génial, c'est vrai. Et donc, quelle scène du film tu as préférée? Alors, j'ai bien aimé la dernière scène qui était très amusante. D'accord. J'ai bien aussi aimé les scènes de sexe. C'était assez drôle. Oui, les scènes de sexe, c'était très réussi. Ouais, Ah oui, c'est vrai surtout que... le moment ouais. de la journée des femmes. C'était génial. Ouais. Je vais faire ça, mon mec. Alors, jeunes hommes, vous avez aimé le film? Vous voulez une suite? Non, pas tellement. Non, par contre. Vous voulez pas une suite? Non. Dis-le que tu veux une suite, dis-le que tu veux une suite, tu m'entends? Oui, pourquoi pas. Ben voilà, c'est très bien, venez faire un câlin, voilà, bravo. Tu me rappelles un rapport sexuel entre une courge et un avocat au mur. Merci. C'était génial. J'ai tellement adoré, mais t'as vu. Nom d'une chimichanga bouillante. Pervers, sadique, cochon sadique. Ah, quel porc. Ah. Je crois que j'ai un ticket.